Un grand bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors on a fini avec les invertébrés et on passe à la systématique des vertébrés avec les cordés qui présentent une corde, vertébrés comme le nom le précise qui possède une colonne vertébrale, et on commence par les généralités et nous allons passer après aux amphibiens. Alors ici, comme vous voyez, ce sont des images de vertébrés, des reptiles. Il y a un oiseau, il y a un vertébré, un tunicien, qui est primitif. Alors avec les vertébrés, on est déjà dans les deutérostomiens, ceux dont la bouche se forme en second. Autrement dit, c'est l'anus qui se forme d'abord. Alors là, le blastopore deviendra un anus et c'est un deutérostomien, comme le cas ici. Et tous les groupes qu'on a vus avant, c'est le blastopore qui a donné d'abord la bouche, et ce sont des protostomiens. Proto, ça veut dire en premier, et stoma, ça veut dire bouche. On a vu un grand groupe, celui des échinodermes, et qui sont aussi deutérostomiens. Alors là, vous avez le concombre de mer, les étoiles de mer, les ophiurides, les oursins et les crinoïdes. Alors, les vertébrés, on commence par l'introduction, sont apparus au Cambrien il y a 500 106 années. On a un exemple qui s'appelle Pikaia qui est apparu. Alors, ce sont des organismes présents dans presque tous les biotopes. On les trouve en mer, terre et l'air. L'évolution caractérisée par la conquête du milieu terrestre, et c'est très important, et aussi par le phénomène de céphalisation qui est très important aussi chez les vertébrés et qui n'existait pas chez les invertébrés. Alors regardez ici cet exemple avec la notocorde au milieu et la musculature qui est segmentée. Alors par opposition aux arthropodes, les vertébrés ou les cordés, ce sont des grands organismes massifs. Et comme exemple, je vous donne le rorqual bleu, qui est un poisson qui pèse 136 tonnes et qui mesure 33 mètres. Et le brachiosaurus qui mesure 25 mètres et qui pèse 33 tonnes. Aussi, la stratégie de reproduction avec une petite descendance et une durée de vie qui est allongée, différemment à ceux des arthropodes qui ont une descendance fertile avec plus de 1000 œufs, et la durée de vie elle est très courte et c'est pas tous les œufs qui vont rester en vie. Alors là, juste des images de mammifères, des images de reptiles, des images d'oiseaux, des images d'amphibiens aussi. Ce sont les groupes qu'on va étudier à travers les vertébrés. Comme caractéristique fondamentale chez les vertébrés, il y a une notocorde, un système nerveux dorsal tubulaire, ce sont des épinuriens. Il y a des fentes pharyngiennes et il existe une queue post-anale. Alors la queue, il y a des groupes qui ont gardé la queue, et il y a des groupes chez qui la queue a disparu. La première caractéristique fondamentale, c'est la notocorde, voilà, qui soutient le corps. Alors ici, vous voyez la face ventrale, la face dorsale, et bouche et anus, présence de cerveau. Ce sont des épinuriens avec un tube neural dorsal, voilà en bleu. Existence de fentes pharyngiennes, c'est le tube digestif. Et la queue post-anale avec une musculature qui est segmentée, c'est le phénomène de métamérisation. Les principales contributions biologiques, c'est que l'endosquelette est vivant. Il y a des arcs aortiques associés aux fentes pharyngiennes. Les arcs aortiques, c'est le cœur, les poumons, etc. Le phénomène de céphalisation et les membres qui sont terre ou péré. Alors ici, c'est les contributions biologiques avec les vertèbres, les arcs neurales et le corps vertébral. Ça, c'est la notocorde. Ça, ce sont les fentes pharyngiennes, donc c'est l'endosquelette en vivant. Ensuite, on a les fentes pharyngiennes avec le cœur ventral et l'aorte dorsale. Une autre aorte ici qui est ventrale aussi. La bouche, de l'autre côté, c'est l'anus. Ce sont les arcs aortiques. Les aortes, c'est en relation avec le cœur. La céphalisation
vous avez le cerveau qui est bien développé, l'œil, la capsule acoustique et le bulbe olfactif. Donc vous pouvez trouver ici les 5 sens, à part le toucher. La moelle épinière en bleu et toujours l'arc neural. Les membres pérés, donc si on prend l'homme, le chien, le cheval et la baleine, les tétrapodes se déplacent avec des membres chiridiens. Vous pouvez voir que l'autopode existe chez tous ces 4 groupes, bien qu'ils soient différents, puisque ce sont des vertébrés. Les eugopodes, on les trouve chez l'homme, le chien, le cheval et la baleine. Stylopodes également. Ici, comme nous venons de voir, du point de vue phylogénétique, on a vu la symétrie radiaire pentaradiée chez les épithéliomuriens, échinodermes et les étoiles de mer qui sont des deutérostomiens. Et de l'autre côté, on a la métémérisation deutérostomia, épinoriens, avec une corde chez les vertébrés, les cordés. Donc on démarre de cette partie-là. On a des entérocélomates et des deutérostomiens. Et au début, on avait vu les protostomia hyponoriens. Alors l'embranchement des cordés présente 2 grands sous-embranchements. Il y a ceux qui sont très primitifs avec l'Amphioxus, les acidies, et il y a ceux qui sont bien plus ou moins plus développés, le sous-embranchement des vertébrés, avec 2 grandes superclasses. La superclasse des agnates et la superclasse des gnatostomes. Alors les agnates, ceux qui n'ont pas de mâchoire, A c'est le A privatif, et la superclasse des gnatostomes sont ceux qui ont une mâchoire bien développée. Alors parmi les agnates, on a 2 exemples, le myxine et les lamproies. Et chez les gnatostomes, on a la classe des chondrichtiens qui sont les poissons cartilagineux, la classe des ostéichtiens, ce sont les poissons osseux, et la classe des amphibiens, les reptiles, les oiseaux, puis les mammifères, le groupe auquel on appartient. Alors on est parti des deutérostomiens, on laisse les échinodermes de côté et on passe aux cordés. Alors les cordés se partagent en 2. On a les aérocordés qui sont primitifs, de l'autre côté on a les céphalocordés et on a les craniates parce que le cerveau il est dans un crâne. Alors les aérocordés ont une forme de sac, ils sont très primitifs mais ils ont une corde et c'est pour ça qu'ils sont classés parmi les vertébrés inférieurs. Alors voici la larve des urocordés avec des fentes pharyngiennes, une bouche, une notochorde et le système nerveux qui est dorsal. Alors voici la forme de l'adulte, comme vous le voyez ici en bleu, c'est la même chose, ça c'est un schéma. Ensuite, on verra les craniates. Alors d'abord, il y a ceux qui n'ont pas de mâchoire et les autres qui ont une mâchoire. Donc les vertébrés qui ont une mâchoire, les gnatostomes, et on verra les ostéichtiens et les chondrichtiens. Alors chez les ostéichtiens, on va voir les sélacantes, ce poisson, et ensuite on verra les craniates, à ce niveau-là, plus en haut. Alors les ostéichtiens se partagent en 2, les actinoptérygiens, mais les sarco et les sarcoptérygiens qui se partagent en 2. Il y aura les sélacantes, ce sont le groupe frère des tétrapodes, parce qu'ils ne sont pas sortis de l'eau. Ils présentent des membres pairs aussi, des pieds qu'ils ne vont jamais utiliser. Et il y a les tétrapodes qui ont 4 pieds ou 4 pattes, ça dépend des espèces. Et après, les tétrapodes se partagent en 2. On a ceux qui baignent dans l'amnios, ou le fœtus ou l'embryon baigne dans l'amnios, ce sont les amniotes. Et ceux qui n'ont pas de liquide amniotique, ce sont les anamniotes. Alors, comme classification à retenir, il y a 7 classes dans l'embranchement des vertébrés. Les agnates, les poissons cartilagineux, il y a qu'on appelle les chondrichtiens, les poissons osseux qu'on appelle les ostéichtiens. Ensuite, il y a les amphibiens qui sont des anamniotes et les reptiles, les oiseaux et les mammifères qui sont des amniotes. Alors, si vous prenez ici, du point de vue systématique, on a les protocordés avec les agnates, les chondrichtiens, les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens. Alors les protocordés, l'appareil excréteur est spécial
Et l'alimentation est microphage. Ça, c'est le branchiostoma, c'est l'amphioxus qui est très primitif. Ce sont les vertébrés très primitifs. C'est le groupe qui vient avant les vertébrés. Alors, une fois qu'il y a le crâne et les vertèbres, on a affaire au craniate. Et on passe ici, crâne et vertébrés. Ça veut dire que chez les protocordés, il n'y a ni crâne ni vertèbres. Alors, une fois qu'on est là, déjà, il y a présence de crâne et de vertèbres, et ce sont des crânites. Alors, chez les agnates, ici, les corps des vertébrés, on commence par les agnates qui sont des cyclostomes, ce sont des poissons, lamproie et myxine. Alors là, vous avez une lamproie qui est en train de dévorer un poisson, parce qu'elle a une bouche sous forme de ventouse, c'est un ectoparasite de poisson. Alors, ils ont une bouche, mais ils n'ont pas de mâchoire. Myxine aussi, ils ont une nageoire caudale qui est très réduite. Alors, pas de mâchoire, endosquelette cartilagineux et les yeux sont primitifs. Alors, les myxines, présence de crâne, mais pas de vertèbres. Alors, regardez la bouche ici, comment elle est chez les myxines. Là, c'est la tête d'une myxine. On arrive, alors chez les craniates, il y a les myxines d'un côté et les vertébrés de l'autre. Alors chez les vertébrés, la lamproie n'a pas de... elle a des vertèbres, mais elle n'a pas de mâchoire. De l'autre côté, on a les gnatostomes avec la mâchoire. Et là, vous pouvez voir les ostéictiens et les chondrichtiens. Alors bien sûr, les ostéictiens vont se diviser en deux. Il y aura les sélacantes et les amniotes. Les vertébrés, il y a des membres pairs reliés à la colonne vertébrale par des ceintures. Il y a deux ceintures. Une ceinture qu'on va voir plus tard, la ceinture pelvienne, et l'autre qui est scapulaire. La corde au moins partiellement remplacée par des vertèbres chez l'adulte, donc la colonne vertébrale. Ça, c'est les gnatostomes avec une bouche, avec mâchoire et des dents qui sont très aiguisées, et des dents sous forme de scie chez les reptiles, des dents qui vont servir à la mastication et au broyage chez les mammifères comme l'homme. Alors les chondrichtiens, chondre ça veut dire cartilage, et ichtien ça veut dire poisson. Ils n'ont pas d'os mais du cartilage. Ils ont aussi un puissant odorat, comme l'exemple du requin et de l'arrêt. Le cartilage, c'est un tissu conjonctif de soutien. C'est une matrice extracellulaire de collagène qui est amorphe, qui est partiellement minéralisée. Elle est flexible et avasculaire. La taille, elle est réduite. Il y a un problème lors de la réparation, c'est-à-dire que si on a un individu qui est formé par du cartilage, qu'il casse, difficile de le réparer, c'est pas comme l'os. L'os, lorsque il casse, vous pouvez toujours, il y a toujours un soutien. Alors, il y a trois types de nageoires chez les poissons, de nageoires caudales. Il y a la nageoire qui est simple, on dit qu'elle est difficerque. La nageoire qui est divisée en deux et qui ne se ressemble pas, donc il y a une qui est plus grande que l'autre, c'est hétérocerque, comme chez le requin. Et là, la nageoire qui est homocerque, où les deux parties sont égales, sont homocerques, comme chez la sardine, le merlan, etc. La classe des chondrichtiens, qui sont des poissons cartilagineux, on a deux grands exemples. Ce sont juste les requins et l'arrêt. Donc ça, c'est le requin et l'arrêt, on appelle en arabe raya. Alors, squelette cartilagineux, ils n'ont pas de vessie natatoire pour flotter. Et dans la tête du requin, qui est très intelligent d'ailleurs, il y a des récepteurs qu'on appelle des ampoules de Lorenzini. Et ils détectent aussi les champs magnétiques terrestres et potentiels électriques créés par les contractions musculaires des poissons qui les entourent. C'est-à-dire qu'ils ressentent s'il y a des proies juste à côté. L'organe sensoriel de la ligne latérale, il y a des organes sur la ligne latérale, il y a des rangées de récepteurs microscopiques sensibles aux vibrations au niveau de chaque flanc, c'est-à-dire les flancs des deux côtés. Après les chondrichtiens, il y a les poissons osseux qui sont les ostéictiens. Alors les poissons osseux, ostéictiens, mais aussi appelés les tétrapodes,
Alors ici, le tissu conjonctif de soutien, la matrice extracellulaire faite de collagène fibrillaire minéralisé, il y a une rigidité mais fragilité et vascularisée. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des vaisseaux sanguins, pas de problème de taille et de réparation. Alors chez les poissons osseux, ils ont dominé depuis l'âge dévonien, donc c'est l'âge des poissons, plus de 30 000 espèces, le squelette soutenu par du calcium et du potassium, et la peau elle est couverte d'écailles osseuses plates. Alors ici vous pouvez voir que les protocordés, on passe aux agnates grâce au crâne et vertèbres, ce sont des crâniates. Ensuite, lorsqu'on n'a plus pas de mâchoire chez les agnates, une fois qu'on passe les agnates, on a la mâchoire inférieure articulée, donc ce sont les gnatostomes. Il y a les poissons cartilagineux ici, qui sont les chondrichtiens, et juste après on a les squelettes osseux, qui sont les téléostéens. Après, on arrive aux actinoptérygiens et aux sarcoptérygiens. Alors, chez les actinoptérygiens, la nageoire présente des rayons. Et chez les sarcoptérygiens, la nageoire avec axe osseux et musculaire. Et on a aussi les ostéictiens. Donc, à partir de là, on va arriver aux tétrapodes. Alors, voici les actinoptérygiens, les sarcoptérygiens avec la nageoire paire musculeuse et l'axe squelettique au milieu, et là le célacanthe avec la queue difficile. On arrive ici, voici les sarcoptérygiens qui vont nous donner les célacanthes, les tétrapodes avec les amphibiens d'un côté qui n'ont pas d'amnios, ce sont des anamniotes, et de l'autre côté on a les amniotes. Alors comme on a parlé tout à l'heure de ceinture, il y a deux ceintures chez les tétrapodes, la ceinture scapulaire qui soutient les bras et la ceinture pelvienne qui soutient les pieds. Donc il y a les membres qui sont soutenus par des ceintures, et nous avons la colonne vertébrale et le crâne. Ce sont des crâniates, sont des vertébrés et tétrapodes parce qu'il y a 4 membres. Alors voici sur quoi repose la systématique des tétrapodes. Alors les tétrapodes, les vertèbres de tétrapodes ici, ce sont les vertèbres d'un mammifère articulées entre elles. Alors il y a beaucoup de souplesse et ça permet des mouvements complexes de marche entre autres. Regardez le monsieur ici qui s'est plié en deux. Mais ne vous amusez pas à le faire chez vous. Alors on arrive ici, lorsqu'on est au niveau des sarcoptérygiens, on a 2 paires de pattes locomotrices. Nous sommes en présence des tétrapodes. Alors juste après, lorsqu'on a, on a les amphibiens qui sont anamniotes, donc on va laisser les amphibiens anamniotes et on passe ici aux autres qui sont amniotes, tortues, lézards, crocodiles, oiseaux et mammifères. Alors vous devez savoir que les oiseaux ont une parenté avec les crocodiles, sauf que les crocodiles sont recouverts d'écailles soudées et les oiseaux sont recouverts de plumes. Et bien sûr, les mammifères sont recouverts de poils et glandes mammaires. Alors les reptiles regroupent les tortues, les lézards, les crocodiles. Alors toujours, les tétrapodes, on est à ce niveau-là, il y a les amniotes et les anamniotes avec les amphibiens, qu'on appelle aussi les lysamphibiens parce qu'ils n'ont pas d'amniotes. Les œufs n'ont pas d'amniotes, ils ne vivent pas dans le liquide amniotique. Alors voici les amphibiens, il y a 3 groupes, il y a les gymnophones qui n'ont pas de pattes, qui sont apodes. Il y a les anoures qui n'ont pas de queue, ce sont des grenouilles, et il y a les urodèles qui ont une queue, et ce sont des amphibiens tétrapodes. Alors voici les généralités des amphibiens. Ce sont des tétrapodes avec 2 paires de pattes. Ils sont poikilothermes, c'est-à-dire à sang froid. Le cycle de vie, c'est que la larve, elle est aquatique et l'adulte est terrestre. Donc si la larve est aquatique, la respiration sera faite grâce aux branchies. Et l'adulte,
va respirer grâce aux poumons. Et bien sûr, des fois, il y a évaporation par la peau. La peau, elle est nue et visqueuse, elle est richement vascularisée. Elle contient aussi de grands nombres de glandes cutanées et parfois la peau, elle est venimeuse chez les espèces qui sont colorées. Alors le corps a 3 cavités, 2 oreillettes et un ventricule, et une double circulation, peau qui est nue plus le mucus. La larve, donc aquatique, l'adulte et terrestre, donc c'est une répétition. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont anamyotes, donc tétrapodes, anamyotes. La larve respire par les branchies et l'adulte respire par des poumons. La reproduction se fait en milieu aquatique, accouplement et fécondation qui est généralement externe. Et là, vous pouvez voir quelques exemples de la salamandre tachetée. Ce sont des urodèles. On a le triton ponctué. Le crapaud, c'est une grenouille de grande taille. Alors le crapaud, il y a le mâle et la femelle. Le crapaud, il n'est pas uniquement mâle. Vous avez la grenouille verte. Il y a les petites grenouilles, les grandes grenouilles. Alors ici, la queue, elle est cachée. On les appelle des anoures. Donc A, ça veut dire qu'il n'y a pas de queue. Et vous avez les gémiophones. Ce sont des amphibiens qui sont apodes. Alors les tétrapodes, les amphibiens sont en vérité des tétrapodes qui ne sont pas vraiment affranchis du milieu aquatique parce qu'ils n'ont pas quitté le milieu aquatique. Et ils ont l'air de marcher. C'est comme s'ils nageaient. Donc ils marchent et ils nagent. Et ils sont toujours à moitié terrestres, moitié aquatiques. Donc ils n'ont pas beaucoup évolué. Et beaucoup d'anours sautent très bien. Ils peuvent échapper à la catastrophe, comme ici. Cette petite traînette qui risque d'être mangée par un gavial, je pense. Et dire qu'il va falloir réviser tout ça, il vous faut beaucoup de courage. Avec ça, on a fini avec les amphibiens.